pouvoir faire la promotion de pouvoir faire la promotion d'un sujet qui est relativement nouveau. Alors avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc moi, je suis professeur en gestion des ressources humaines dites durables dans une business school en France qui ressemble un peu à HEC Montréal. Donc des business schools, il y en a un certain nombre, il y en a une centaine à peu près, en France en tout cas. Il y en a. Et donc voilà, donc, moi je suis membre du corps professoral. Mon approche, elle est relativement simple, hein. Moi, je revendique une approche humaniste de la gestion des ressources humaines. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'individu qui est central et non pas les pratiques. Les pratiques sont là pour permettre aux individus de, de travailler correctement. Je pourrais développer un peu plus si besoin. La question qui m'anime, c'est comment rendre le milieu de travail écologiquement viable. Et pour ça, ce que je fais, c'est que je travaille sur deux aspects qui sont assez différents, mais que moi, j'essaie de connecter. Donc, la gestion durable des ressources humaines et les comportements éco-responsables. Donc, je vais m'appuyer, donc, je publie un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir sur les articles dits académiques, parce que c'est un peu technique, c'est un peu trop spécialisé, mais j'ai publié ces derniers temps un certain nombre d'ouvrages sur la question. Donc ça, c'est les trois principaux. Et je vais m'appuyer aujourd'hui sur cet ouvrage-là qui aborde le problème de la gestion environnementale des ressources humaines et sur un autre qui est aussi récent, qui est la version francophone de l'ouvrage Rose, là, qui est en anglais, donc ça s'appelle Comportement éco-responsable au milieu de travail, qui est disponible depuis la semaine dernière, donc il est vraiment tout chaud. Et celui sur les ressources humaines, lui, il est disponible depuis 7 ans, 2024. Voilà. Alors, je vais commencer par une vignette qui va un petit peu donner le ton de la discussion d'aujourd'hui. Alors, pas très loin d'où j'habite, à Montréal, il y a une école, comme il y en a un peu partout. Et puis, sur le grège de cette école, il y a ce panneau-là. Et ce panneau, ce qu'il dit, c'est que donc on peut le lire, bon, je vais le faire à votre place, là. Moteur au ralenti, donc interdit. Donc ce qu'on demande, c'est que quand on se stationne devant, de couper le moteur. Et ce qu'on vous dit un peu plus en détail, c'est couper votre moteur devant l'école, la planète vous remercie, et les élèves aussi. Et là, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un certain nombre de messages qui sont transmis. Il y a un message qui concerne la pollution, aux particules atmosphériques, liées au bruit. Le bruit, c'est aussi une forme de pollution qui peut poser un certain nombre de problèmes. Dans ce message, vous avez une connotation environnementale qui porte sur l'intérêt de préserver la planète. Alors, c'est indirect, mais le message est présent. Puis, il y a un autre message qui concerne les enfants. Les enfants, on peut en manifester la représentation par les générations futures. Donc, c'est une génération qui est actuelle. Mais ce qu'on vous dit aussi indirectement, c'est qu'on doit penser aux générations futures qui n'existent pas et qui sont eux aussi, elles aussi, même si elles n'existent pas, concernées par la protection et la préservation de l'environnement. Alors, euh, ce message-là, on va le retrouver dans notre présentation sous la forme de pratiques de gestion des ressources humaines et je vais expliquer pourquoi ce message connote les pratiques de gestion des ressources humaines. Alors, mon plan, il est relativement simple. Il va aborder trois grands thèmes. Alors, je vais d'abord revenir sur des éléments de contexte. Après, je vais expliquer un petit peu quel est le lien entre la GRH et les objectifs de développement durable. Puis, je vais donner quelques exemples d'applications à la fin qui vont, je pense, vous montrer que on n'est pas forcément obligé d'être une très grosse entreprise à échelon planétaire pour pouvoir agir pour l'environnement. Alors, je vais commencer par une définition très simple.
la gestion environnementale des ressources humaines, c'est quelque chose qui est à l'intersection de trois disciplines bien connues, qui sont pour la première le management environnemental. Donc le management environnemental, c'est toutes les pratiques, toutes les techniques qui visent à insérer et à inclure les considérations écologiques dans les pratiques organisationnelles, les pratiques industrielles, donc ce qu'on va appeler le... Et généralement, ce à quoi on pense, c'est les normes ISO 14000 pour l'environnement. Donc c'est vraiment ces normes-là qui concentrent ce qu'on entend par management environnemental. C'est beaucoup plus large, évidemment, mais les normes ISO reflètent ce que veut dire management environnemental. La deuxième grande discipline, c'est les ressources humaines traditionnelles, celles que vous avez en pratique dans vos propres organisations. Et puis, la responsabilité sociétale des entreprises, qui, elle, je vais y venir aussi, hein, c'est plutôt comment on va prendre en compte la morale et l'éthique dans les pratiques. Par exemple, en termes de diversité, en termes de santé au travail, hein. Ce sont des principes moraux qui visent à considérer que, et ça rejoint un petit peu l'idée de l'humanisme, de la vision humaniste des ressources humaines, hein, c'est de considérer avant tout l'humain, avant les pratiques et avant le profit. Donc là, je schématise, mais c'est à ça que ça renvoie. Alors, il y a plusieurs définitions qui sont attachées à ces différentes pratiques. Donc, je ne vais pas les commenter, mais là, je les donne à titre illustratif. Mais aujourd'hui, il y a une définition qui est importante et qui permet de se donner une bonne vision de ce que c'est que la gestion environnementale des ressources humaines. Elle est récente, on l'attribue à Wickham, bon, peu importe l'auteur, mais en fait, cette définition, ce qu'elle dit, c'est que euh, la gestion environnementale des ressources humaines, c'est un point de vue stratégique qui ne néglige aucun des objectifs financiers, sociaux et écologiques, qui considère ce qui se passe à l'intérieur des organisations comme à l'extérieur des organisations, dans l'environnement direct des organisations, qui s'applique à court terme mais également à long terme et qui vise à limiter les rétroactions dites négatives. Donc ça, c'est la définition la plus complète qui existe actuellement. Est-ce que ça prend en compte tous les aspects? Non, parce que c'est un processus qui est en cours de fabrication, si on peut dire. Donc, mais pour l'instant, c'est celle qui recouvre l'ensemble des problèmes qui sont associés à l'application de l'environnement en contexte de gestion des ressources humaines. Alors, donc là, on a une transition, hein, si on peut dire. Donc, si vous avez des questions, bah, c'est le moment de les poser, mais s'il n'y en a pas, bah, je vais poursuivre. Et la poursuite, elle va se focaliser sur l'origine de ce que c'est que la gestion environnementale des ressources humaines. C'est bon, Pascal, vous pouvez y aller, il n'y a OK. pas Donc, de question. oui, c'est un peu prématuré, mais on ne sait jamais, hein, ça aurait pu émerger. Alors, il y a deux origines. La première, elle est située dans le courant des années 1990. Et puis la deuxième, elle est située dans la décennie des années 2010. Donc, si vous avez un petit peu une première idée de ce que c'est que la gestion des ressources humaines et de quand ça remonte, bah, peut-être que ça va vous dire que c'est une problématique qui est relativement récente. Les premières pratiques de gestion des ressources humaines, on peut les associer avec la transformation du travail qui a émergé avec le mouvement dit Taylorisme. C'est-à-dire que Taylor, quand il a réfléchi à la manière de penser le travail, une des premières pratiques qui s'appelait peut-être pas ressources humaines, c'était celle d'associer la bonne personne au bon emploi. Aujourd'hui, on dirait que c'est du recrutement, tout simplement. Donc ça remonte quand même à un certain temps. Donc si on,
si on retrace l'émergence de la gestion des ressources humaines environnementales aux années 90, ce que ça veut dire, c'est que c'est une préoccupation qui est vraiment très récente. Dans l'intégration, d'où elle vient. Alors, il n'y a pas il y a pas de logique linéaire, hein. C'est plutôt des conditions qui ont fait que ça a amené à une réflexion sur la mise en œuvre d'une nouvelle forme de pratique de ressources humaines associées à l'environnement. Alors, probablement que tous les termes que vous voyez là, vous les connaissez, les COP, les sommets de la Terre, l'OCDE, les gaz à effet de serre, tous ces aspects-là, ils sont cadrés par une action qui est celle de l'ONU et qui vise à schématiquement à mettre en place les conditions pour lutter contre la pollution. C'est vraiment l'objectif. Alors après, ça va se décliner selon différentes euh, grandes préoccupations. La COP la plus connue, c'est celle elle est annuelle, hein, c'est celle qui vise à trouver un accord pour limiter la réduction des gaz à effet de serre. Euh, Celle qui a mis en place cette question-là, c'est la COP de Kyoto en 97. La COP de Paris 2015 est très importante parce que ce qu'on disait, c'est que l'accord qui a été trouvé, c'était de dire, bon, on va essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors dit comme ça, on dit bah, 1,5, c'est pas grand-chose, c'est beaucoup. Tout simplement parce que ce qu'il faut considérer, c'est 1,5 degré sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui le savent, mais la température moyenne de la planète annuelle, c'est aux alentours de 17 degrés. C'est peu par rapport aux sensations que l'on a quand on est en période estivale, où ça peut monter parfois à 30, dans les canicules à 40 degrés. Mais ça a à voir avec des températures locales. C'est peu aussi par rapport au Québec, où on peut tomber parfois à -20, de temps en temps -30 cas. Mais là, ce sont des considérations locales. Là, 17 degrés, ce sont des considérations globales. Et quand on parle de 1,5 degré, on parle de l'échelon global. Donc ça veut dire que localement, on monte à des températures qui peuvent parfois avoisiner des 50 degrés. Et 50 degrés, ça pose un problème parce que le corps humain n'est plus capable de réguler par la transpiration les effets induits par des températures de 50 degrés. Donc, ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir en compte pour comprendre quels sont. Alors, c'est très loin des enjeux de pratique de gestion des ressources humaines, mais on va voir que c'est connecté indirectement parce que les organisations ont à prendre des décisions sur qui doit faire quoi à quelle température. Parallèlement à cette émergence du cadre de l'ONU, dont le sommet de la Terre de Rio est peut-être celui qui est le plus connu, on a vu émerger des normes ISO. Alors d'abord des normes ISO sur la qualité totale, ISO 9001, et puis après progressivement sur les normes environnementales, ISO 14000. Les normes ISO, elles sont intéressantes pour permettre d'obtenir des produits de qualité qui intègrent les problématiques environnementales. Sauf que les normes ISO, euh, elles elles existent, mais elles n'existent pas en dehors de l'application qu'en font les individus. C'est-à-dire que si dans une organisation, vous voulez mettre en place des normes ISO, elles ne vont pas se mettre en place toutes seules. Elles vont se mettre en place parce que des personnes auront décidé que c'est important, alors principalement les dirigeants, les gestionnaires qui vont être des relais. Puis après, au quotidien, ce sont les personnes sur leur milieu de travail, à leur poste de travail, qui feront que ces normes ISO existent.
Et pour pouvoir faire en sorte que les normes ISO existent, eh bien, ce qui a émergé, ce sont des réflexions sur la nécessité d'intégrer des pratiques de ressources humaines avec des pratiques de management environnemental. Et c'est cette idée de l'intégration des pratiques avec les normes de management environnemental. Là, on est dans les années 90. Et le premier travail de réflexion de fond majeur, c'est un ouvrage qui s'appelle Greening People, qui a été publié par un collectif. Et dans cet ouvrage-là, ce qu'on trouve, c'est des réflexions théoriques, mais également des témoignages empiriques de ce que faisaient dans les années 90 des entreprises pour intégrer comment elles ont fait, comment elles s'y ont pris, quels résultats elles ont obtenus, quelle réflexion ça a mené. Donc, c'est une espèce de condensé théorique et pratique de ce que ça peut. Alors, c'est resté confidentiel pendant un très long moment, mais ça ressurgit aux alentours des années 2010 avec la nécessité de renouveler la manière de penser les pratiques de ressources humaines traditionnelles dans les organisations. Alors, je vais pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les années 90, aux États-Unis, il y a eu une espèce de réflexion qui s'est créée autour de la recherche d'un modèle de relation d'emploi. Il y a et ça, c'est né d'un rapport qui a été produit à la commission des. Alors, attendez, je l'ai là, parce que c'est une commission qui porte un nom spécial. euh, pour, pour la commission sur les compétences de la main-d'œuvre américaine. Et ce que disait ce rapport-là, c'est que, en fait, ce qu'on voyait, c'est que ce que voyaient les auteurs, c'est que le modèle taylorien, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui encadrait les relations de travail, était à bout de souffle. Et qu'en fait, il fallait renouveler un petit peu la pensée et qu'il fallait voir les choses autrement. Un peu, quelques années plus tard, il y a un auteur, il y a des auteurs qui ont, dans le, dans le même, dans le sillage un petit peu de cette commission-là, on dit oui, c'est vrai. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de modèle de relation de travail. Ça pose un problème parce que ce que nous, on constate, c'est que le mode de production des États-Unis peut être concurrencé par des produits euh, manufacturiers qui viennent de, de, d'économies qui vont entrer en compétition avec l'économie américaine. Et ce qu'il nous dit, ce qu'il disait, c'est que euh, les grands modèles d'économie qui étaient pris en compte, c'était le Japon avec la ligne production, c'était les modèles de l'Europe du Nord, donc la Suède, la Norvège, avec le qu'on a appelé le modèle sociotechnique. Bon, pour aller très vite, c'est la réflexion sur les groupes de qualité totale. Le modèle allemand avec les produits de qualité et le modèle italien qui est fondé sur la flexibilité. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était réfléchir à un nouveau modèle. On dit, bon, nous, ce qu'on va proposer, c'est un modèle dit de haute performance au travail. Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de modèle AMO, donc pour aptitude, motivation et opportunité. Je vais y revenir, hein, je vais pas détailler. Et parallèlement, ça a eu une incidence aussi sur la manière de penser la gestion stratégique des ressources humaines, où on est passé progressivement d'une situation où l'individu était un moyen pour une fin, la fin étant la performance économique, à un système où l'individu était une fin au même titre que le profit et l'environnement.
Alors, bon, là, je vais pas commenter ce schéma-là qu'on peut trouver dans l'ouvrage que je vais qualifier de orange, hein, sur la gestion environnementale des ressources humaines. C'est juste pour dire que le, le principe même de, euh, de gestion environnementale des ressources humaines est un sous-domaine de la gestion dite durable des ressources humaines. Alors parfois on confond, moi j'ai beaucoup de mes confrères qui confondent les deux, or c'est pas la même chose, c'est associé, mais ça peut pas être confondu, hein. C'est simplement un sous-domaine. Alors ce que ça veut dire, c'est que la gestion durable des ressources humaines, c'est des choses que vous prenez probablement en compte lorsque vous raisonnez vos ressources humaines. Donc, c'est prendre en compte la santé du personnel, c'est assurer la sécurité des installations des milieux de travail, c'est le respect identité des personnes. Hein, c'est simplement dire, quand on recrute quelqu'un, on ne va pas tenir compte de son aspect physique, hein, on va plutôt s'attacher à ses compétences. On va pas regarder quelle est la couleur de sa peau, on va pas regarder si s'il y a un handicap. C'est pas trop le problème. Le problème, c'est qui elle est, ce qu'elle peut nous apporter. C'est la préservation de l'intégrité professionnelle, la diversité, l'équité, ce genre de choses. La gestion environnementale des ressources humaines, c'est complémentaire et ça va se focaliser sur l'écologisation des comportements. Comment on fait pour qu'un comportement au travail tienne compte de l'environnement? Et l'écologisation des pratiques, comment on fait pour que les pratiques permettent les pratiques de gestion des ressources humaines permettent aux individus de s'engager dans des comportements pro-environnementaux. Donc c'est vraiment différent, c'est complémentaire, mais il y a c'est vraiment deux blocs de pratiques différents. Alors quand je dis que ce sont des blocs de pratiques, dans la pratique quotidienne, y a pas, elles ne sont pas rangées dans des tiroirs. Euh, c'est plutôt nous, quand on réfléchit sur la question, qui travaillons sur des catégorisations. Hein, notre travail, c'est de catégoriser les choses. Et là, quand je dis travail, c'est les académiques, hein, les chercheurs. On catégorise parce que notre travail, c'est de classifier, tout simplement. On catégorise. Mais quand on est dans les organisations, il n'y a pas de mode de classification, hein, il n'y a pas, mais on inclut. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, on va simplement mettre en place des sessions de pratiques qui visent à faire comprendre pourquoi c'est important de tenir compte de l'environnement dans les pratiques quotidiennes de travail. Alors Euh, l'approche, Juste oui, Pascal, pardon, oui, j'avais une petite question oui, de la part de pourquoi vous utilisez le mot gestion environnementale alors qu'on trouve les autres aspects de développement durable dont vous parlez plutôt de la gestion durable des RH. Sinon, l'éducation environnementale des RH, il ne faut pas oublier que les RH participent à la mise en place d'une démarche de durabilité, mais aussi elles sont assujetties à des conditions de durabilité. Donc, au cas ouais, où, d'accord. Alors le problème, le terme de durabilité, alors vous allez peut-être trouver que on pinaille un petit peu ou qu'on tourne un peu les choses comme ça, qu'on regarde un petit peu. Le problème, le terme de durabilité, il est pas très clair en fait. À quoi on pense quand on pense à la durabilité? La durabilité de quoi? Pour quel objectif? Et avec quels moyens? En fait, ce sont ça les principales questions qui tournent autour du terme de durabilité. Quand on, euh, quand on pense à la gestion durable des ressources humaines, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on classifie les choses. La durabilité, ça englobe beaucoup de choses, mais ça ne donne pas le moyen de parler de la même chose quand on parle de l'environnement. On peut parler du social. Si j'aborde la durabilité en termes social, bah, ça ne sera pas la même chose que si je l'aborde en termes environnemental. Si je parle de social, je vais parler de maintien durable en emploi, je vais parler de diversité, je vais parler d'intégration, ce genre de choses. Hein, donc, oui, c'est vrai que c'est confondant, ça je l'admets,
que nous-mêmes, à notre niveau, on n'a pas encore fait notre révolution, c'est-à-dire que beaucoup de mes collègues, hein, je veux dire même au niveau académique, font la confusion, mais on ne peut pas faire la confusion. Quand on est, pour moi, là, c'est un sous-domaine. Et un sous-domaine, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation. Ça veut dire que c'est un groupe parmi un groupe. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si je réponds à la question. J'ai conscience que je réponds peut-être pas à la question, mais il faut bien distinguer dans le durable le volet social et le volet environnemental, qui, une fois de plus, sont complémentaires, mais ils se substituent pas l'un à l'autre. Ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent l'un à l'autre. C'est un petit peu différent. Je ne sais pas si je réponds, hein. C'est peut-être, il faudrait plus de temps pour répondre. Mais juste, je veux juste dire que je fais la différence entre les deux. Et quand je parle environnement, je parle écologie. Quand je parle social, je parle plutôt des personnes. L'écologie, c'est l'environnement tel que la biodiversité, c'est ce genre de choses. Est-ce que je continue? Oui, c'est bon, parfait, merci. Ok. Mais merci pour la question parce qu'en fait, c'est une question qui est très actuelle et qui amène beaucoup de débats. Les débats sont absolument pas fermés, sont très ouverts. C'est un débat qui est confidentiel, évidemment, mais c'est un débat. Et c'est un vrai problème. Et c'est pas un débat actuel, hein, c'est un débat qui remonte à dès les premiers écrits sur la question dans les années 90. Alors, l'approche AMO, elle est, ce qu'elle dit, c'est que, et là vous allez voir que on retombe dans les problématiques de classement de pratiques. L'approche AMO, ce qu'elle dit, c'est que les pratiques de gestion environnementale, de gestion des ressources humaines et environnementales, elles sont classées en trois groupes. Il y a le groupe des aptitudes, il y a le groupe des motivations et le groupe des opportunités. Alors, on va dire, bon, ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a simplement dit que certaines entreprises, et ça c'est ce que moi j'observe quand je fais des recherches et que j'interroge à la fois les individus et à la fois les personnes qui sont en capacité de prendre des décisions, euh, elles vont parfois se concentrer par manque de moyens, par manque de temps ou par simplement décision discrétionnaire sur certaines pratiques plutôt que sur d'autres. Et très rares sont les organisations qui peuvent s'appuyer sur toutes les pratiques en même temps. C'est ce qu'on va appeler tout à l'heure le système RH. Donc, en fait, on va plutôt parfois s'appuyer sur les aptitudes, c'est-à-dire on va plutôt, et dans les aptitudes, généralement se focaliser sur l'éducation et la formation. C'est-à-dire c'est comment amener les individus à comprendre ou à les former à être plus pro-environnemental. Mais les aptitudes, dans la littérature, c'est recrutement, description de l'emploi, c'est-à-dire les tâches de travail, et la formation. Ça peut paraître contre-intuitif, mais les trois groupes de pratiques sont vraiment liés. La motivation, c'est les récompenses et tout ce qui retourne autour de l'évaluation, qui sont les deux pratiques les moins mobilisées en lien avec l'environnement, j'entends. Les deux pratiques les moins mobilisées dans les organisations. Puis après, vous avez les pratiques d'opportunité, qui sont le soutien de la ligne hiérarchique de l'organisation, sont l'empowerment, donc en fait le sentiment d'autonomisation dans le travail. Je suis capable, moi, en tant qu'individu, de prendre mes propres décisions donc c'est l'autonomie, hein, pour faire vite. Et puis toutes les pratiques de contexte, donc la culture environnementale et le climat environnemental. Ce sont deux choses différentes. C'est les deux parties de la même pièce. La culture, grosso modo, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et le climat, c'est ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais c'est ce que vivent les individus lorsqu'ils sont dans le milieu de travail. Alors, les pratiques de GRH elles vont stimuler l'aptitude, donc c'est donner la capacité aux personnes, elles vont stimuler la volonté, leur motivation, et elles vont stimuler leur pouvoir d'agir, c'est l'opportunité. Et là, on parle
dans ce cas-là, de système RH. Donc là, c'est une représentation qui est théorique, hein, parce qu'il y a tout un tas de possibilités. Là, ce que ça veut simplement dire, c'est que toutes ces pratiques, elles se nourrissent les unes les autres, elles sont liées par des relations de cause à effet ou par des relations de causalité. Euh, Ce sont des cas qui sont extrêmement rares. C'est très rare d'avoir des entreprises qui pensent ou qui ont la capacité de développer leur système de pratique en termes de système RH. Tout simplement parce que euh, ce système-là, il demande énormément de moyens, il demande il demande une réflexion RH qui soit extrêmement intégrée. Et il n'y a que les grands groupes qui sont en capacité de définir ce type de pratique orientée ou du moins structurée en termes de système RH. Et là, je le montre tout simplement pour dire que dans la théorie, ça s'organise de cette manière. Et on verra plus loin, quand on abordera à la fin qui peut faire quoi, que c'est pas parce qu'on n'est pas en capacité de mettre en place un système RH qu'on n'est pas nous soi-même en capacité d'agir pour l'environnement. C'est deux choses différentes et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit quand on est quand on pilote une organisation, hein, quelle que soit sa taille et quel que soit son objectif, que ce soit une entreprise à mission ou une entreprise plus classique qui, euh, qui vise le profit, par exemple, avec une redistribution des dividendes aux actionnaires sans trop se préoccuper de savoir si les employés sont intéressés ou pas, ou si on doit, ou à quel degré on doit, ou à quel niveau on doit partager les produits du travail de manière équitable. Alors, comment ça se traduit? Donc là, je vais pas tout détailler, je vais simplement vous montrer tout le détail des pratiques qui existent avec cette approche AMO qui domine, même si c'est un peu comme Monsieur Jourdain, on développe l'approche AMO sans trop le savoir. Là, c'est simplement pour faire une forme d'éducation à comment ça se développe et comment ça se met en place dans les organisations. Alors, les approches AMO, c'est trois groupes, hein, aptitude, motivation, opportunité. Il y a trois types de pratiques. Je les ai données, hein. Si je me concentre que sur les aptitudes, c'est le recrutement, la formation et la description de l'emploi. Le recrutement, c'est l'attraction, la sélection et l'intégration, socialisation. Toutes ces pratiques-là sont liées, mais elles sont très différentes. Vous pouvez très bien attirer des personnes sans les intégrer. Vous pouvez très bien attirer des personnes et vous allez les sélectionner, vous êtes en cours de recrutement, puis ces personnes-là, elles vont disparaître du processus. C'est du ghosting, tout simplement. Ça existe, hein, ça existe dans les réseaux sociaux. Des fois, on se fait ghoster, on ne sait pas trop pourquoi. Et dans les organisations, c'est pareil. Parfois, les candidats, ils vous ghostent. C'est-à-dire que vous dites quelque chose qui, dans leur mental, ne correspond pas à ce qu'ils ont vu quand ils ont cherché un emploi, quand ils ont fait une enquête sur eux. Un candidat qui fait bien son travail, qui recherche un emploi, il va chercher ce que vous faites, voir si ces valeurs correspondent aux valeurs que vous proposez. Et en fait, personne n'a envie de travailler pour des valeurs qui ne correspondent pas à les siennes. Hein, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une question d'ajustement entre qui on est et où on va travailler. Voilà. Ce sont des choses aussi basiques que ça. Et ça se traduit par des comportements, par des pratiques qui mettent en connexion qui est l'organisation avec des comportements recherchés. Bon, après, il y a tout un tas d'exemples. Je ne vais pas les commenter, ils seront disponibles avec le PowerPoint qui sera distribué dans les jours qui viennent par les soins de Madame Bailly, d'Alexandra. Alors, ce qui est important, c'est euh, ce que permettent de faire les pratiques. Les pratiques, elles permettent d'obtenir de la performance environnementale. La performance environnementale, pour aller très vite,
c'est comment l'organisation, c'est quel résultat a une organisation lorsqu'elle fait son travail d'organisation, mais sur le volet environnemental. Alors, il y a deux grands indicateurs, les indicateurs globaux et les indicateurs individuels. Les indicateurs globaux, bah, c'est globalement tout ce qui va toucher la biodiversité, tout ce qui va limiter la pollution, tout ce qui va mettre en évidence les investissements responsables, toutes les pratiques orientées ou toutes les actions qui sont orientées sur la recherche-développement, par exemple. Alors, une fois de plus, toutes les organisations ne sont pas capables simplement pour des raisons de taille, pour des raisons d'objectifs, pour des raisons de moyens, de, de mettre de réfléchir au niveau global, mais elles sont capables de réfléchir sur un niveau beaucoup plus restreint sur la performance environnementale individuelle. Et principalement, ça touche trois domaines: le tri des déchets, ce qu'on appelle la conservation de l'énergie et la réduction de la consommation de papier, par exemple. Alors, pour illustrer ce que ça veut dire que la performance environnementale, je vais donner des exemples. Euh, Est-ce que l'hyperlien a fonctionné, Alexandra? Non, ça n'a pas fonctionné. Non, ok. Bon, ça ne m'étonne pas. Alors, ces exemples-là, euh, je vais prendre un cas qui est très simple, hein. Au Québec, un des principaux moyens de transport collectif, c'est le train ou le bus. Le train, c'est intéressant. C'est ce qu'il y a de plus éco-responsable parce que ça utilise les énergies électriques. Et en Europe, il y a un réseau de chemin de fer qui fonctionne très bien. C'est l'Eurostar. Et l'Eurostar, il permet de connecter beaucoup de pays sans sans avoir à changer de train. On peut passer par exemple de l'Italie à l'Angleterre en restant dans le même train. Bon, évidemment, on fait des arrêts, mais on n'est pas obligé de perdre du temps en changeant les, euh, comment dire, les roues, hein. Moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, l'Espagne est à côté de la France, le fait de changer de pays, il fallait attendre 2 ou 3 heures pour que tous les essieux soient changés parce que les normes n'étaient pas les mêmes. C'est un exemple. L'Eurostar, par exemple, va compenser ces émissions d'effets de serre. Alors, les émissions d'effets de serre, c'est pas l'électrique. Alors, ça peut être électrique, ça dépend d'où vient l'électricité. S'il s'appuie des centrales à charbon, ben, on va chercher à compenser. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont compenser en plantant 20 000 arbres par an dans les pays desservis. Alors 20 000 arbres par an, ça veut dire qu'on va utiliser le principe du puits de carbone de l'arbre pour puiser du CO2 qui est émis dans l'atmosphère par l'utilisation des trains. Alors évidemment, les molécules de CO2 elles ne peuvent pas être tracées par le train, on ne sait pas quelles. C'est là où il ne faut pas se tromper non plus, hein, et puis il ne faut pas tomber dans des communications qui soient fortement imprégnées de greenwashing, hein. On n'est pas capable de suivre la molécule, on n'est pas capable de dire cette molécule-là va être prise par tel arbre qui a été planté par telle organisation, et là on compense. Non, c'est simplement des, euh, des grands vases communicants, et on fait des grands calculs. On dit voilà, nos trains déversent dans l'atmosphère chaque année X euh, X kilos ou X tonnes de, de CO2, par exemple, hein, qui n'est pas le principal indicateur, et les arbres, eux, euh, en, euh, en captent X kilos. Et donc, on va compenser comme ça.
Donc, ce n'est pas une compensation exacte de qui fait quoi. C'est simplement des grands vases communicants. Voilà, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, l'Université de Genève, par exemple, va dire, à partir de 2030, le personnel n'aura plus droit de prendre l'avion pour des petits trajets, sauf pour des grands trajets, par exemple, aller en Chine ou je sais pas quoi, pour, voilà, évidemment, pas d'autre choix, mais pour des trajets intra-Europe, ils n'auront plus le droit. Voilà. C'est une façon de lutter, de prendre des décisions et de lutter contre, contre la pollution engendrée au niveau global par les organisations. Alors c'est dommage parce qu'il y avait deux exemples assez, enfin moi que je trouve très marquants. C'est celui des sacs bitumineux en Alberta. Bon, juste pour dire que les sacs bitumineux en Alberta, c'est l'exploitation de Sonecor, par exemple. Ça se fait sur 4800 km². 4800 km², bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est l'équivalent d'un pays comme la Grèce, par exemple, qui est, qui est beaucoup plus petit que le Canada, bien évidemment. Mais on a des zones dévastées qui ressemblent à un peu, si je veux prendre cette image-là, à un espace lunaire. C'est-à-dire que bon, c'est dévasté, puis bon, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir comment on compense. Qu'est-ce qu'on fait? Et ces entreprises-là disent, bah, on compense en fait pareil, en plantant des arbres. Sauf que planter des arbres, c'est pas forcément une très très bonne solution. Parce que tous les arbres, et c'est là où il ne faut pas se tromper, tous les arbres ne sont pas faits pour compenser. Et tous les arbres ne compensent pas de la même manière. Bon, c'est un exemple, je ne vais pas m'étendre sur ces aspects-là. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas quelque chose qui va de soi et qu'en règle générale, est-ce que là, est-ce que c'est revenu, est-ce qu'on en est au point de départ avec les cadres verts et puis les performances? Oui, tout à fait. Puis, Ok, merci. il y aura aussi une petite question d'un participant quand ça sera possible. D'accord, ben voilà, là c'est possible parce qu'il y a une transition qui est prévue. Parfait. Donc, c'était Philippe qui voulait poser une question. Oui, bonjour, Monsieur Payet. Bonjour. Je me demandais, est-ce que c'est possible de passer à cette diapo, peut-être trois diapos plus tôt, lorsque il y avait les différentes étapes de l'embauche. Voilà, juste après, celle-ci, avec les colonnes qui suivent. Voilà. Celle-là? Oui, puis après l'autre colonne. Ouais. Celle-là. Voilà. Je me demandais juste comment puis là je pense à mon collègue Hassan qui est conseiller en ressources humaines ici au comité sectoriel. Je me demandais juste comment on pouvait comme dans le recrutement euh, insérer des questions. Quelles questions on peut poser aux candidats pour savoir quelles sont comment dire, leurs Oui, je compétences comprends. écologiques, mais aussi leur sensibilité à l'environnement. Puis comment tout ça peut déterminer entre une personne qui dit, bah, moi, tu sais, l'environnement, ça me préoccupe pas puis une autre personne qui dit, ben oui, moi, c'est une grosse préoccupation. Est-ce que ça peut aller jusqu'à se dire, bon, on va choisir une personne plutôt que l'autre en fonction de Mhm. ses convictions environnementales. Je me demandais juste comment on pouvait quand même insérer ça dans un questionnaire d'entrevue. D'entretien. Ouais. Puis, je me demandais jusqu'où aussi pour, bon, la motivation, les opportunités, est-ce que vous auriez comme des références ou des exemples de concrets qui nous permettrait d'un peu dynamiser, en fait, je dirais, tout ce qui est environnement ici, là, dans notre organisation. D'accord. Alors, vous, Monsieur Baudouin, votre organisation, Je suis du comité sectoriel. ça, c'est une excellente question parce que, et je vais répondre à deux cliquets. La première chose, c'est que si vous recrutez quelqu'un,
sans que dans l'annonce, ce soit clairement établi que vous avez il y a un lien avec des problématiques environnementales. La question que moi, la réflexion que personnel, ça c'est Pascal Payet qui parle, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce que je vais vous dire là. Quand vous recrutez quelqu'un pour un poste, quel qu'il soit, il ne vous viendrait pas à l'esprit, je pense, de lui demander quelles sont ses convictions religieuses. C'est presque, on ne le fait pas, c'est presque interdit. De la même manière qu'on ne lui demanderait pas quelles sont ses orientations sexuelles. Ça n'a aucun rapport avec le milieu de travail. Les convictions religieuses n'ont aucun intérêt avec le milieu de travail. Et jusqu'à un certain point, je me demande si, en demandant les convictions, les opinions personnelles en référence avec l'environnement, par exemple, j'y crois pas, pour moi, c'est juste, excusez-moi le terme, de la bullshit. C'est ce que peuvent penser les personnes, hein. C'est faux. Il n'y a aucune preuve. Je suis climato-sceptique et je le revendique. Voilà. Là, vous ne pouvez pas lui poser la question. Tout simplement parce qu'on est dans l'ordre, je pense, hein, on est dans l'ordre des convictions personnelles. Et à partir du moment où on interroge quelqu'un sur ses convictions personnelles, on commence à être dans des zones troubles. Et on commence peut-être à se mettre un peu dans l'illégalité d'interroger la personne sur des choses qui n'ont pas de rapport direct avec le poste pour lequel vous le recrutez. Si dans l'annonce, et c'est là où il y a une petite différence, vous dites, nous, si vous vous présentez par exemple dans l'annonce en disant, voilà, nous sommes une organisation qui prenons l'inclusion, qui prenons des considérations écologiques, et nous recrutons quelqu'un pour tel poste, blablabla. Là, ce que vous dites aux personnes, c'est que vous êtes dans une logique globale de réflexion sur des considérations qui touchent la diversité, qui touchent l'environnement. Là, vous pouvez demander, vous pouvez habilement naviguer sur des questions en mettant en situation, qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est important de tenir compte, par exemple, de l'écologie quand on travaille? Puis là, vous l'invitez à très clair sur comment vous considérez l'environnement. Si c'est juste une question comme ça, et que vous-même, dans votre organisation, vous ne la mettez pas en place, vous n'avez pas de vision, enfin, pas de vision environnementale, j'entends, pas de culture, pas de pratique, pas d'intérêt pour, bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si votre environnement de travail, votre pensée, votre stratégie, vos préoccupations au quotidien, c'est de dire, bon, quand on travaille, on essaie le plus possible de limiter notre impact ou notre empreinte carbone, comme on dit de manière un peu plus moderne, de limiter notre impact sur l'environnement, vous apportez des preuves, là, vous êtes légitime, je pense, pour demander si les personnes que vous recrutez, ou du moins pour savoir si les personnes que vous recrutez se, se glissent dans votre mode de raisonnement et dans votre stratégie globale. Ça, c'est légitime. Et là, vous pouvez demander des questions. Comment tu ferais? Ah, bah tiens, voilà, nous, on a rencontré ce problème-là à un moment donné, la semaine dernière. Enfin, bon, bref. Et comment tu ferais, toi? Et là, si elle est préoccupée, elle vous le dira. Ah, ben moi, je ferais comme ça. Euh, Là, les personnes peuvent aussi vous former. Vous pouvez former les personnes, mais chacun peut former chacun. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans les problématiques environnementales. C'est un peu la même chose que pour la diversité, hein. Chacun peut former chacun. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, qui était très précise et très pertinente. Merci pour l'avoir posée, parce que moi-même, c'est des réflexions
qui m'anime au quotidien. En fait, oui, tout à fait. Donc, c'est un peu au même titre que nous, par exemple, quand on a des offres d'emploi, on indique qu'on est une organisation équité, diversité, inclusion. Mhm. Puis pour nous, équité, diversité, inclusion, c'est dans son sens le plus large, là, Ouais. possible. Donc, on peut aussi, bon, je pense pas qu'on peut se qualifier d'organisation environnementale, là. Je pense qu'on a quelques croûtes à manger, mais ça, c'est une volonté. Donc, ce serait au même titre, on pourrait dire, ben nous, on adhère tu sais, je sais pas, au principe du 3RV, puis Mhm. Ouais. voilà. OK, ben ça va, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que j'ai des exemples en tête? Ils vont venir plus tard dans la présentation, si ça vous va. Il y avait juste peut-être pour complémenter, parce que je trouve ça Oui, intéressant, certains tests, donc Annie qui nous dit que certains tests psychomotriques mesurent la sensibilité des personnes candidates concernant le volet social et environnemental. Donc, c'est oui, intéressant quand ce sont des valeurs fondamentales portées par des organisations. oui, c'est ça, c'est que alors ça c'est alors, je vous le dis, hein, vous l'avez compris, par déformation professionnelle, je classe dans des disciplines, dans des pratiques, ça, bon, c'est ma déformation. Donc là, on a affaire à la psychologie. La psychologie, dite industrielle, c'est celle qui va aider à la sélection par des tests, etc. Et c'est vrai que l'environnement euh, a colonisé, mais dans le très bon sens du mot, à toutes les disciplines et que la psychologie a fait sa révolution en intégrant les problématiques environnementales dans les tests de recrutement. Et ça, c'est vrai, vous pouvez les utiliser. Ça va vous donner une indication, ça vous donnera une photographie, mais ça ne vous dira pas qui fait quoi et comment les personnes le font. C'est là où il faut, je pense, il ne faut pas se tromper. Voilà. Est-ce que je continue? Oui, c'est bon, pardon, Ok, merci. donc je reviens, voilà. Alors, là, les pratiques RH, à quoi elles servent? Là, on va rentrer un peu dans le dur. Elles servent à la transition écologique. Mais un peu plus que ça, elles servent à la transition dans la transition. Et je vais m'expliquer sur le problème. Le problème étant vu comme sujet. Alors, je vais revenir sur des discours qui existent que vous pouvez trouver dans la presse et qui vous disent et qui utilisent souvent le terme de transition écologique pour dire, bon, voilà, nous, on se préoccupe un peu du problème et voilà ce qu'on fait. Alors, Bell, Bell, c'est une entreprise européenne, ça ressemblerait un peu à Saputo. Ils font du fromage, ils font des yaourts, ils font ce genre de choses. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que leur objectif en 2025, donc l'année prochaine, c'est de baisser leur émission de gaz à effet de serre de 25%. ArcelorMittal, qui est une des entreprises majeures de l'industrie de l'acierie à l'échelon mondial, eux, ce qu'ils disent en 2030, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser de 35%. Puis après, vous avez des logiques de neutralité carbone qui ne sont pas à confondre avec les stratégies de diminution de gaz à effet de serre. Intel, qu'on trouve partout dans les ordinateurs, vous dit, nous, en 2040, on vise la neutralité. Mars, tout le monde a mangé des barres qu'on n'en mange plus parce que c'est pas forcément très sain. Mais bon, là, on est dans l'agroalimentaire. Eux, ils vous disent, nous, en 2050, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser la neutralité carbone. Le problème de la neutralité carbone, c'est qu'en fait, ça s'ajuste avec les, euh, les données du moment. Et là, j'ai fait correspondre les scénarios, pardon, qui viennent avec ce que propose le GIEC. Alors, je ne vais pas détailler ce que c'est que le GIEC, hein, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cet acronyme-là. Ce que dit le GIEC, c'est qu'en 2040, et ça coïncide avec les accords de Paris, c'est qu'en 2040, le mieux, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, puis il faut éviter d'être au-delà de 2 degrés.
Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en 2050, faut éviter d'être à 1,6 et le scénario le pire, c'est 4 degrés. Alors comme ça, là, on peut dire, ah bah oui, mais finalement, 1,5 ou 1,6, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que à partir de ces indicateurs-là, à chaque fois qu'on va augmenter d'un dixième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des boucles de rétroaction dans l'atmosphère qui vont densifier les problèmes. Et aujourd'hui, ces problèmes-là, ils sont véhiculés par les méga-feux. Les méga-feux, il y en a au Canada, dans le nord du Canada, dans les zones où il y a beaucoup de bois. Ils sont densifiés dans le nord de l'Europe, à des latitudes où on ne voyait pas de feux de forêt, ou très peu, il y a jusqu'à certaines années, hein, donc dans le nord des pays, enfin de la Suède, Norvège. Donc, ça va densifier les pluies diluviennes. En Europe, en ce moment, c'est la catastrophe. Ça va densifier, enfin, c'est principalement les deux gros épisodes. Il n'y a pas plus de... Et ce qui est intéressant, c'est que selon les rapports officiels, il n'y a pas plus, en termes d'effets, il n'y a pas plus de feux de forêt, il n'y a pas plus de pluie qui se déverse sur l'échelon planétaire. La très grande différence, c'est la densité sur de courtes périodes, dans de petits espaces, avec lesquels le feu se, se, se déclare, et les pluies se déversent. C'est ça la différence. Et quand ça se déverse, ça crée des drames. Là, en Europe, actuellement, enfin, ces dernières semaines, en Espagne, il y a eu puis même en Italie, il y a eu des centaines de morts par des pluies torrentielles. Et ces pluies torrentielles, elles s'expliquent par des effets localisés qui sont associés, après c'est des mécanismes qui nous échappent, qui se font par la manière dont on utilise les sols. Moins de végétation, moins d'arbres, moins de ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont des techniques qui me dépassent, hein, je n'ai pas les compétences, mais je me tiens informé parce que je trouve que ça doit quand même m'alimenter en termes de réflexion. Mais voilà comment ça s'explique. Et ce qui est intéressant pour la transition dans la transition, c'est ça. Michelin, c'est un fabricant de pneumatiques. Peut-être que vous en achetez pour vos propres voitures bientôt. Là, certains qui nous écoutent vont changer de pneus. C'est un peu le concurrent de Hankook ou de Tyrrell, par exemple. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en 2030, ils vont intégrer dans leurs matériaux, ils vont intégrer dans la fabrication des pneus 40% de produits recyclés. Et qu'en 2050, ce sera 100%. Donc, sur 20 ans, ils vont faire un effort en passant de 40 à 100%. Le recyclage ne règle pas le problème. Le recyclage, c'est simplement utiliser du plastique qui existe pour le réinjecter, si je peux dire, plutôt que d'utiliser du plastique, fabrication de plastique, plutôt que c'est une sorte de rechappage, on va dire, pour, euh, pour simplement diminuer, pour réduire l'utilisation et la fabrication du plastique. Plastique étant dérivé des hydrocarbures. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils nous disent comment ils vont faire évoluer les choses sur une génération, 20-25 ans. Une génération, c'est à peu près le temps d'une carrière. Quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans, eh bien, aux alentours de 50 ans, il sera encore jeune, il sera encore. Alors, ça dépend des métiers, hein, mais il sera, évidemment, mais il sera encore dans la force de l'âge. Mais en 25 ans, il se passe beaucoup de choses.
Et en 25 ans, les gens qui travaillent chez Michelin, eux, imaginons que quelqu'un intègre en 2030, un jeune employé, eh bien, il sera encore là en 2050. Sauf que lui, il faut le former. Lui, il faut lui faire comprendre en quoi c'est intéressant, en quoi c'est important. Lui, cette personne-là, c'est ce que moi j'appelle la transition dans la transition. Il faut l'amener à agir de manière éco-responsable. Alors évidemment, pas dans les lignes de production, mais dans tout ce qu'il fait dans son quotidien de travail. Réduire l'utilisation de l'énergie, pas sur sa chaîne de production, mais s'il a un bureau, par exemple, s'il a un ordinateur, bah, essayer de l'utiliser le moins possible. C'est ce genre de choses. Alors ça peut paraître presque caricatural, mais au bout du compte, la multiplication de ces gestes-là, on verra tout à l'heure la métaphore du colibri, la multiplication de ces gestes-là contribue à la transition dans la transition. Et ça évite d'annuler les effets des processus industriels, comme par exemple de le mettre en place Michelin, pour assurer qu'il passe concrètement de 40% à 100%. Pourquoi l'action de Michelin est importante? Parce que les pneus, quand on roule, ils se désagrègent. Parfois, quand on est le long de l'A20 ou de l'A40, si on va à Québec, par exemple, on peut voir des pneus qui ont éclaté. Ces pneus-là, ils sont ramassés par les services de l'équipement de Québec, mais les petits bouts ne sont peut-être pas tous ramassés. Et les petits bouts, ils se désagrègent. Et et ils finissent où? Tout simplement avec le drainage de l'eau, des pluies, ce genre de choses. Et bien, ils finissent invariablement, pour la majorité, dans les océans. Et dans les océans, ils sont ingérés par les- les poissons. Les poissons, donc on a une grosse base de notre alimentation qui est faite de poissons. Et ces petits bouts de plastique-là, ils remontent la chaîne alimentaire. Et les poissons les plus gras, il y a beaucoup de saumons qui se mangent par exemple au Québec et partout dans le monde. Les poissons les plus gras ont une faculté presque étonnante à absorber ces petits bouts de plastique. Et ces petits bouts de plastique, ils finissent dans, euh, dans les individus, parce qu'on en mange beaucoup. Et les individus, chaque semaine, et ça peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est documenté, ils ingèrent l'équivalent bon, ça c'est une carte Visa, c'est c'est la mienne, bon elle est jaune, peu importe, c'est une banque, c'est pas très important. Ça pèse 5%. C'est l'équivalent de ce qu'on ingère chaque semaine par personne. Ce sont des microparticules. Et ce qui est grave, c'est qu'on en retrouve, et là c'est de plus en plus documenté, on en retrouve dans à peu près toutes les parties du corps, on en retrouve dans le cerveau, et on en retrouve dans le placenta des femmes lorsqu'elles accouchent. Et ce qu'on ne sait pas, donc ça veut dire que c'est transmis au fœtus, et ce qu'on ne sait pas, c'est ce que ça produit à long terme. On ne sait pas quels sont les effets à long terme sur le corps humain. Voilà. Ça, ce sont des enjeux majeurs. Évidemment, dit comme ça, on se dit, ah, bah, c'est tout loin de nos préoccupations, mais ça commence là. Ça commence par les gestes au quotidien. Et pour le cas de Michelin, qui est un cas parmi tant d'autres, hein, mais que j'ai pris pour illustrer, eh bien, ça commence par sensibiliser les personnes à ce qu'elles font au quotidien et à bien faire le travail le mieux possible, sans juger que le travail est mal fait. Parce que ça n'a pas beaucoup d'incidence quand on critique que bah, finalement on obtient rarement ce qu'on cherche. Ah, pardon. Alors bon, ça c'est juste pour vous, je ne vais pas le commenter, ça sera en indication si vous voulez en savoir plus sur les différents scénarios du GIEC. Alors la transition dans la transition, bah, c'est ce qu'on demande à faire aux personnes. Et pourquoi c'est important? Parce que sans s'en rendre compte, chaque personne vit dans trois sphères différentes. Dans la sphère privée,
dans la sphère publique et dans la sphère professionnelle, qui, elle, est difficile à qualifier. On dira que c'est une sphère qui est semi-privée, semi-publique, semi-professionnelle. Parmi les personnes qui travaillent avec vous, sans que vous le sachiez peut-être, et parfois elles le partagent avec vous, vous avez des gens qui sont pro-environnementaux dans leur vie privée. Elles font très attention à acheter des produits de l'agrobiologie. Elles achètent des lampes LED, par exemple. Elles ont peut-être une voiture électrique, même si une voiture électrique, parfois, ça peut prêter à confusion, hein. Savoir ce que ça veut dire vraiment, c'est pas forcément toujours écologique. Elles éduquent leurs propres enfants, elles éduquent leurs propres conjoints. Parfois, c'est un peu conflictuel, mais bon, ah, t'as pas mis dans le bon bac, ah, mais de quoi je me mêle? Bon, bref, ce genre de choses. Et puis après, on passe dans la sphère publique. Et dans la sphère publique, bah, vous avez des poubelles qui existent. Et puis, vous essayez de ne pas jeter vos papiers gras par terre. Quand on est dans un mall, c'est une sphère publique. Puis là, vous avez normalement, si c'est bien pensé, bah, des endroits pour recycler les choses. Et après, vous avez la sphère privée, où on passe énormément de temps dans une journée. On passe à peu près plus, dans une journée plus de temps avec ses collègues qu'avec ses conjoints ou ses enfants. Je ne parle pas du temps où on dort, où là, on n'est pas, on est dans une autre, on est dans un autre atmosphère. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qui est important. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que des gens qui ont des habitudes individuelles pro-environnementales, elles ont parfois du mal à les transférer dans d'autres milieux. Pourquoi? Parce qu'il existe des barrières. Et ces barrières-là, elles sont données par les normes. Et ce qui est intéressant, alors je ne vais pas commenter toutes les recherches qui sont basées sur les normes, mais les normes, c'est par exemple une norme, hein, pour voir à quel point ça peut nous inciter à agir. Quand vous êtes à un passage piéton, bah, en règle générale, ce qu'on attend, c'est que on nous autorise, et c'est l'indication, les petites indications en vert, là, qui nous disent, ah, vous pouvez passer sans danger. Puis des fois, vous avez pas de voiture hein, sur la route, donc vous pouvez passer sans danger, mais des gens attendent. Puis des fois, vous ne passez pas parce que vous êtes avec vos enfants et là, vous les éduquez sans le dire. On ne traverse pas quand c'est rouge parce que ça reste dangereux. Et là, le fait de ne pas agir, si vous êtes avec des enfants, vous les éduquez. Vous leur apprenez à rester tranquillement et à attendre que le feu passe vert. Mais des fois, des personnes passent au rouge parce qu'elles sentent qu'il n'y a pas de danger. Puis des fois, des personnes les suivent. C'est ça la norme. La norme nous embarque au-delà des comportements qu'on est prêt à adopter. Voilà. Et dans le milieu de travail, c'est pareil. C'est un milieu de normes. Les normes qui sont usuelles sont les normes de travail. Évidemment, elles s'appliquent, elles s'ajustent par les lois. Puis il y a des normes qui sont implicites. On on n'insulte pas un collègue s'il se trompe. Des fois, on ne peut pas être d'accord. On peut juste ne pas être d'accord en disant les choses, en étant civilisé. Bah là, par exemple, tu vois, là, ce que tu as fait, bah, bon, je partage pas l'idée, mais bon, bon, voilà. Ça, c'est une façon de faire. On est calme, on est pacifié. Voilà. Les normes, elles s'appliquent très concrètement. Les normes environnementales s'appliquent dans les milieux de travail. C'est les normes ISO. C'est quand vous êtes dans des logiques de recrutement, comme on l'a dit tout à l'heure, et que, par exemple, vous dites, bah, pensez à recycler avant de jeter du papier ou mettez dans le bon bac, c'est une norme. Hein, vous avez ce genre de message dans les entreprises. C'est une norme. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'orienter le comportement d'une bonne manière. On ne met pas du papier dans des cannes, dans un bac de cannes. Pour dire, ah, c'est pas grave. C'est- Oui, au quotidien, c'est pas grave. Mais quand les gens, il faut toujours avoir à l'esprit que le recyclage, c'est la pratique la moins éco-responsable, tout simplement parce que derrière, ça suppose une manipulation qui elle-même utilise de l'énergie. Pendant que les gens manipulent, si elles doivent, pareil, c'est un micro-geste, si elles doivent séparer de papier, des papiers gras, des cannes,
c'est du temps qu'elles ne prennent pas à être efficaces dans leur travail. C'est ce genre de considération. Bon, c'est un autre problème, c'est une autre problématique qui est liée au comportement éco-responsable. Ça, c'est connecté plus ou moins directement avec les pratiques environnementales, mais il faut l'avoir en place, hein. C'est un raisonnement global à l'échelle organisationnelle. Pascal, je me Oui, permets, on oui, a deux questions, dont une main oui, levée, puis il resterait un petit peu plus de 10 minutes pour clôturer, incluant la ok, période de questions. Donc, super, voilà. d'accord. Je vais peut-être prendre la personne qui a juste la question de... C'est Catherine, me semble-t-il. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai manqué l'introduction, mais c'est super intéressant tout ça, mais ça reste que les exemples cités, c'est quand même des multinationales, tu sais, des grandes boîtes. Puis Oui, j'essaie de transposer ça au secteur dans lequel on travaille, parce qu'on est tous dans, ou presque, là, je connais pas tout le monde, évidemment, mais on travaille au niveau de l'action communautaire, de l'économie sociale et tout ça. Donc, on a des organisations qui sont en relation d'aide avec des clientèles qui sont pas dans des chaînes de production de fou. Donc, c'est sûr que la norme ISO et elle, tout, on arrive dans des standards qui sont très, très loin de notre réalité du oui. terrain. Donc, comment, au niveau de notre secteur, qui a un impact significatif aussi, tu sais, je dis pas qu'on est blanc comme neige au niveau de l'action climatique puis des engagements et tout ça, mais comment on transpose ça dans notre quotidien au travail, comment on le partage avec notre clientèle aussi, puis comment on fait des choix sensés au niveau de l'embauche de ressources humaines, par exemple, qui ont oui, ces notions-là, mais qui bref, j'ai de la misère à organiser puis à structurer ma pensée, mais j'essaie Non, non, juste c'est, de me rapprocher de mon secteur puis de voir comment les outiller puis comment faire en sorte qu'ils se sentent investis puis engagés dans cette transition-là, en fait. rassurez-vous, votre question est très claire parce que je comprends tout de suite ce que vous voulez dire, donc ça veut dire que c'est très clair. Alors, peut-être que c'était avant que vous arriviez. Ce que je disais, c'est que il y a un modèle qui est global et on pense que ça doit s'appliquer à tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Et ce n'est pas le message que je veux faire passer. Il faut bien évidemment tenir compte de qui vous êtes, de quelles sont vos priorités et de comment vous pouvez agir. Toutes les organisations ne peuvent pas tout faire. Si vous allez par exemple sur le site de Total, qui est un peu un concurrent d'Ultramar, vous allez sur leur site et vous allez voir qu'eux, ils font tout. Et c'est le bon élève de la classe. Ils font tout, ils s'intéressent à tout, la pauvreté, tout ça, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, ce que je dirais, c'est qu'en premier lieu, il faut savoir quelles sont vos priorités. Et là, et quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir. Est-ce que votre priorité, c'est de dire on va limiter le plastique, se limiter par exemple à un aspect. Et je vais pas trop détailler parce que je vais y revenir un peu plus loin. Je vais prendre le temps je vais aller plus vite sur ce qui vient pour prendre le temps un peu plus loin sur les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs de l'ONU. Et pour vous montrer que, vu les exemples qui existent, que chacun peut agir à son niveau. Après, d'un point de vue plus pratique de comment amener ses collègues, de comment recruter, bon, bah, je vais un peu me répéter sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Euh, ça va dépendre de le recrutement. Le, Si vous dites dans votre message de recrutement, quand vous faites savoir que vous recrutez quelqu'un, que vos valeurs sont aussi des valeurs environnementales, là, vous pouvez poser des questions aux personnes que vous interrogez sur comment elles se positionnent vis-à-vis de l'environnement. Pourquoi c'est important? Parce que ce que ça veut dire, c'est que vous allez amener dans votre organisation des ambassadeurs de l'environnement. C'est extrêmement dur de faire passer des messages et c'est très long de faire passer des, euh, des pratiques basées sur l'éducation. Simplement parce que l'éducation, bah, vous pouvez assister à des modules, mais la difficulté, c'est de savoir comment ce qui est appris par une personne persiste dans le temps. Et l'enjeu, il est là. C'est comment ça persiste dans le temps. Et comment on peut obtenir qu'une formation permette durablement que les personnes euh, euh, maintiennent
leur engagement pro-environnementaux. Et ça, c'est la persistance, c'est au quotidien, pour que ça devienne des réflexes. Donc ça ne se fait pas comme ça, il y a des jeux de rôle, il y a des modèles d'intervention qui existent. C'est pas là, ici, c'est pas je ne peux pas en parler parce que c'est vraiment détaillé, mais ça existe. Hein. Donc il y a des outils pour ça. Et après, comment embarquer vos clients. Alors je ne sais pas quels sont vos clients, donc ça dépend vraiment. Évidemment qu'une organisation a un rôle éducatif à jouer auprès des clients, tout simplement en disant, bah, voilà, nos produits sont éco-responsables. Après, les clients, vous ne maîtrisez pas ce qu'ils font, ils sont libres de jeter ça dans la nature s'ils le veulent. Ce n'est pas souhaitable, mais vous n'êtes pas derrière eux pour dire, ah, attention, tu as fait un geste qui ne correspond pas à nos valeurs à nous. Donc il y a un bout qui vous échappe. Mais je crois, moi, fortement, fortement en l'éducation et en la formation. Ça prend du temps, c'est très long, c'est beaucoup plus fort que la sanction. La sanction ne fonctionne pas. On le sait. Pour dire vite, il y a deux choses, et ça on le sait depuis les années 70, il y a la carotte et le bâton. Le bâton ne marche pas, la carotte fonctionne, mais ça prend beaucoup plus de temps. Il faut être soi-même euh, patient. Un éducateur doit être patient, il doit répéter. Vous avez peut-être des enfants, Madame Jobin, vous savez qu'il faut qu'on est patient, qu'on n'a pas le choix, mais ça rentre, à un moment donné, ça rentre. Et après, il faut faire Ouais. preuve d'exemplarité. Il faut être exemplaire. Sinon, voilà, c'est tout. Je vais continuer pour aller au bout et peut-être que les autres questions correspondront à ce que je veux expliquer. On est Oui, tout à d'accord? fait. Il reste juste 5 minutes, c'est Pascal Ok. s'est réveillé. On Bon, les laisse partir à voilà. temps. Ok, bon, il y a les obstacles. Alors, grosso modo, les obstacles, ils sont de plusieurs ordres. Je ne vais pas les commenter, mais ils sont institutionnels jusqu'au au niveau individuel. Il y en a tout un tas. Moi, je travaille beaucoup je les collecte pour en faire. Bon, bref. Et quand on est précautionneux dans l'analyse, ce qu'on voit, c'est que ça correspond à des pratiques. Exemple, au niveau individuel, je vais me focaliser sur deux, le manque de connaissances, pardon, et la surcharge de travail. Ces deux obstacles qui sont mis en avant par les personnes pour expliquer pourquoi elles ne sont pas éco-responsables. Le manque de connaissances est lié à la formation, j'en ai discuté un peu, et la surcharge de travail, c'est lié à la manière dont on pense le travail. Le travail, il est organisé par certaines personnes pour d'autres. Si vous actionnez le principe de l'intensité du travail sans donner la possibilité des personnes de réfléchir sur ce qu'elles font, eh bien, indirectement, vous leur donnez pas les moyens d'agir de manière éco-responsable. C'est un exemple, on pourrait y revenir. Vous pouvez me contacter si vous voulez j'ai élaboré beaucoup sur cette question-là parce que c'est vital à mon point de vue. Mise en œuvre. La mise en œuvre, elle se fait par les objectifs de développement durable. Je ne vais pas revenir dessus. Vous aurez le document qui sera transféré par Alexandra. Donc, une fois de plus, hein, je pourrais évidemment échanger. Je peux même venir vous voir dans vos organisations si vous voulez pour expliquer. Ça me fera plaisir. Ça fait partie de mon rôle aussi. Grosso modo, les objectifs de développement durable, hein, sont des choses qui organisent la pensée de l'ONU, ça tourne autour de trois grands problèmes. La pollution, la gestion des déchets, la biodiversité. C'est récurrent, hein, et on les retrouve. Moi, je me suis amusé à collecter de l'information sur qui fait quoi, à quel niveau et à quel échelon. Bon, là, je ne vais pas tout commenter, mais c'est pour, pour éviter les petites organisations, et quand je dis petite organisation, c'est pas du tout pour les rabaisser, c'est simplement pour dire, là je parle de taille d'individus, 5 individus ou 15 individus, ce sont des petites organisations. 5 000 au niveau local, 5 000 individus, 10 000 individus qui travaillent à l'échelon planétaire, c'est une grande organisation. C'est complètement différent. Mais ce qui est important, c'est de voir que euh, par exemple, voilà. Je vais prendre un exemple tout bête. Voici une petite blanchisserie
dans le Cantal. Alors, le Cantal, c'est un petit département en plein milieu de la France, qui est plutôt un département rural. Ça correspondrait à Saint-Georges-de-Beauce, par exemple. Voilà, si vous connaissez la ville. Là, on trouve une blanchisserie industrielle qui est une petite entreprise d'une quinzaine de personnes. Eux, ce qu'elles font, c'est qu'elles se focalisent sur l'eau, qui est un objectif de développement durable numéro 6. L'idée, c'est de réduire la pollution en évitant les déchets dans les eaux fluviales. C'est ce que dit le développement. Eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est dans cette petite blanchisserie, elle s'appelle Boisset, eh bien, elle dit, voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser l'eau de prélevage. Bon, c'est un terme technique, c'est pour réduire de 75% les eaux utilisées. C'est un exemple. C'est une petite entreprise. Vous avez un autre exemple d'une toute petite entreprise qui travaille dans l'industrie du spectacle, c'est le festival Premier Plan. Donc ce sont des petits films d'auteurs. Ils nous disent, bon voilà, nous, on va sensibiliser les personnes qui viennent. Donc là, on est dans les clients, hein, donc ça correspond à la question de... Alors c'est très spécifique, évidemment, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils agissent de manière pro-environnementale en mettant en place des gobelets réutilisables pour les festivaliers, pour l'utilisation des boissons, par exemple. Puis après, vous avez des cas beaucoup plus globaux, on va dire. Si je prends l'exemple de Maersk, qui est un transport, ou non, peut-être mieux, pareil dans le transport maritime, la compagnie maritime d'affrètement, Compagnie Générale Maritime, qui est plus connue sous son acronyme GMA, pardon, CGA. Elle, ce qu'elle dit, c'est que donc, c'est le troisième opérateur mondial pour le transport maritime. Transport maritime, ça pose un problème parce que chaque année, il y a des containers qui tombent dans l'eau, qui sont irrécupérables, qui sont impliqués dans la pollution marine. Eux, ce qu'ils disent, bah, nous, à partir de 2025, de mémoire, on ne transportera plus de déchets plastiques. Terminé. Et donc, ils luttent à leur niveau pour contre la pollution plastique. Hein, j'ai dit tout à l'heure quels étaient les problèmes de la pollution plastique au niveau global, donc la chaîne alimentaire, tout ça. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la métaphore du petit colibri. Ça veut dire, c'est que il n'y a pas que les gros gestes qui comptent, il n'y a pas que les grandes stratégies qui comptent, que les grosses stratégies, ceux qui laissent penser qu'ils font tout bien. Chaque petit geste compte, même les plus anodins, même les plus caricaturaux. Même quand vous ramassez un papier gras sur votre aire de, de travail, par exemple. Ça compte. Voilà. Quand, par exemple, vous avez des entreprises à mission, j'ai pas le nom en tête, hein, je suis désolé, il y a tellement d'entreprises qui disent, par exemple, à leurs employés, bon voilà, aujourd'hui, on va nettoyer les abords de notre entreprise pour la rendre plus viable environnementalement. Puis ce qui n'est pas nous, bah, tant pis, on va le ramasser quand même. Là, elle prend du temps sur le temps de travail, mais ce qu'elle montre, c'est qu'elle est dans une logique pro-environnementale. Donc ça véhicule une culture, ça véhicule un climat, ça véhicule une préoccupation et une vision pro-environnementale. C'est un petit geste qui peut paraître anodin, mais c'est un petit geste qui compte. C'est pas important qu'il y ait qu'un seul petit geste. Ce qui compte, c'est que tout le monde fasse des petits gestes. Et ça vient autant que possible, dans la mesure du possible, compenser bah, toutes les dégradations globales majeures environnementales. Voilà. Euh, Et pardon, puis je finis avec ça pour la métaphore du colibri. Allez voir sur Internet, vous verrez, c'est une métaphore. Des fois, on dit que ça vient d'une légende inca, mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas de légende inca derrière. Les anthropologues, ils vous disent que non, ils ne retracent pas ça. C'est simplement une idée qui est véhiculée par quelqu'un qui a fait toute sa politique personnelle sur cette question-là. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'idée générale. Voilà.
Merci pour votre attention et pour vos questions qui étaient très intéressantes. Je vais juste lancer quelques commentaires parce que là, on n'a plus vraiment le temps de prendre des questions. Mais donc, Catherine qui dit le manque de financement est également cité par plusieurs organisations. Oui, L'urgence climatique nous force à devoir nous engager au-delà des petits gestes, même s'ils sont souhaitables et nécessaires. Puis enfin, Gabriel qui nous disait que plusieurs groupes parlent de redirection écologique plutôt que de transition écologique, car le oui. thème transition ne rend pas justice à la mesure du changement qui est nécessaire dans les entreprises au vu du contexte climatique et environnemental actuel. Puis enfin, une Mhm. question qui, voilà, ce sera sûrement la dernière à laquelle on pourra répondre, qui est de Louise, comment sensibiliser notre personnel pour qu'ils se sentent concernés et sans qu'ils se sentent culpabilisés? Comment combler les écarts de perception? Puis je pense qu'on pourra finir sur cette question. Alors, moi, je dirais que une chose, alors d'abord, il ne faut pas culpabiliser parce que là, avec la culpabilisation, finalement, on obtient l'inverse, ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on cherche. Il faut simplement faut faire. En fait, c'est relativement basique. Il faut faire un diagnostic de ce que les gens savent faire. Il faut simplement euh, les, les sensibiliser par des webinaires comme ça, un peu plus orientés sur des questions, peut-être orientés sur une seule question plutôt que là, aujourd'hui, c'était simplement pour une sensibilisation globale sur ce que c'est que l'environnement, les pratiques et puis le niveau éco-responsable individuel, voir que tout ça c'est lié. Vous pouvez très bien agir sur des nudges, expliquer à quoi ça sert, comment on peut faire, être soi-même éco-responsable, ne pas dire qu'on est éco-responsable et puis arriver au travail avec un SUV dernière génération qui pollue. Évidemment, là, on n'est pas très crédible. C'est Mais une fois de plus, moi, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est simplement être crédible, c'est être exemplaire. Et si on met en avant l'environnement, bah, c'est de montrer que soi-même, on agit et que c'est d'essayer d'embarquer tout le monde un petit peu dans cette logique-là. C'est tenter de montrer qu'on a une vision, que oui, l'environnement, c'est important, oui, c'est cher, mais on n'est pas forcément obligé de dépenser beaucoup d'argent pour mettre en place des pratiques qui sont relativement simples. Ça peut se faire avec très peu de moyens, ça peut se faire avec le bon sens, et les fresques du climat, par exemple. Mais d'une certaine manière, c'est accepter, et c'est surtout accepter de le faire sur le temps de travail. C'est accepter que le temps de travail, c'est pas du temps qui est perdu, gaspillé et qui n'est pas affecté au travail ordinaire, hein, celui qui est celui de votre propre organisation, alors, qui peut être, je ne sais pas, hein, je ne vais pas donner d'exemple pour éviter de tomber voilà, il n'y a que ces exemples-là, mais c'est d'accepter que le temps de formation n'est pas du temps de gaspiller. Si vous êtes dans une logique environnementale, de transition, de, de transformation ou d'orientation, peu importe les mots, hein. C'est un vocabulaire. Moi, j'utilise le terme de transition parce qu'il me permet de connecter avec cette notion qui, pour moi, est fondamentale de la micro-transmission. C'est-à-dire que pour moi, la transition globale ne réussit, ne, ne produira pas les effets escomptés tant qu'on n'aura pas compris que ça passe par les transitions, par les micro-transitions, c'est-à-dire celles que font les individus au quotidien. Parce que la performance globale environnementale commence par des petits gestes qui peuvent paraître anodins. Puis après, ça se cumule, ça s'agrège dans des indicateurs de performance. Et ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Parfait. Mais Donc, bon, on va voilà. devoir s'arrêter là. Je Pas de suis vraiment problème. désolée, Pascal. On va Pas de problème. laisser partir les gens pour le dîner. Donc, merci Oui, beaucoup d'avoir été présente et présent pour ce webinaire. Il y a les informations qui s'affichent à l'écran si vous avez des questions pour Pascal. De toute façon, la présentation vous sera envoyée. Donc, merci encore. Puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, puis sur l'infolette pour avoir
les prochaines dates des webinaires. Bonne journée à toutes et à tous, puis bonne fête si on ne se revoit pas d'ici là. Merci. Et merci beaucoup pour l'invitation et les questions. C'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis moi-même, et c'est ça qui est bien, de progresser dans ma pensée et peut-être de tirer les fils que j'ai pas encore tout à fait bien tirés de cette pelote-là qui est très complexe. Merci beaucoup. Merci.